Ce soir, on va aborder une bataille dans laquelle se sont lancés les deux grands acteurs mondiaux dans le secteur des cartes, que sont Visa et Mastercard, mais aussi les banques qui, en Belgique, sont représentées par FEBELFIN, qui est la Fédération du secteur financier. Autant d'acteurs qui sont à l'offensive pour une société sans cash, ou en tout cas avec beaucoup moins de cash qu'aujourd'hui. Ces acteurs s'efforcent de persuader l'opinion publique que l'argent liquide est un moyen de paiement dépassé, qui implique des coûts sociétaux élevés et qu'il est principalement utilisé à des fins de blanchiment d'argent et de financement d'activités illégales ou de terrorisme. Donc, je vous propose ce soir d'examiner leurs 5 principaux arguments. Alors, commençons par le premier d'entre eux, qui est complètement d'actualité, qui est que le cash ne serait pas hygiénique et pourrait contribuer à la propagation du Covid-19. La fédération donc, du secteur financier FEBELFIN n'a pas hésité un seul instant à nous dire que clairement les billets de banque et les pièces de monnaie peuvent porter des bactéries et des virus et que s'ils sont passés évidemment entre les mains de personnes malades ou infectées et donc contribuer à la propagation du virus. C'est la raison pour laquelle ils appellent à l'utilisation des paiements par carte sans contact. D'ailleurs, depuis aujourd'hui, les plafonds d'utilisation des paiements par carte sans contact ont été relevés. Jusqu'alors, on pouvait faire des paiements sans contact jusqu'à 25 € maximum. Ils sont passés depuis aujourd'hui à 50 €, avec un montant maximum cumulé sur une journée de 100 €. Moi, j'essaie de regarder un peu ce qu'était la parole officielle des organismes, des institutions officielles sur le caractère non hygiénique des pièces et des billets. Je trouve que l'avis n'est pas aussi tranché. Je suis d'abord allée voir le site de l'Organisation mondiale de la santé qui dit clairement qu'on ne sait pas avec certitude combien de temps le virus responsable du Covid-19 survit sur les surfaces. Il semblerait qu'il se comporte comme les autres coronavirus. Et les anciennes études tendent à montrer que le coronavirus, en fait, que les coronavirus, pardon, peuvent persister sur les surfaces plusieurs heures, à plusieurs jours, et que cela dépend de différents paramètres, le type de surface, la température ou l'humidité ambiante. Quand on regarde le site de la Banque nationale de Belgique, donc qui est l'institution qui en Belgique émet les billets, on peut lire que le risque de contamination par une surface telle qu'un billet de banque ou un distributeur de billets est très faible et pas plus élevé que pour toute autre surface. Bon, cela dit, évidemment, il rappelle qu'il est conseillé à tout le monde, après avoir manipulé des billets ou touché n'importe quelle surface, de se laver les mains. Sur le site du SPF Santé, notamment le site spécialement dédié au coronavirus, à la question « Puis-je encore payer par cash ?» il est clairement indiqué les paiements électroniques sont encouragés, l'argent cash n'est pas contaminé, mais payer de manière électronique permet de garder la distance sociale. Quand je regarde les sites aussi, j'ai regardé le ministère de la Santé en France, on dit exactement la même chose. Le risque de contamination des pièces ou des billets ou des cartes est très faible. La meilleure protection reste évidemment de se laver fréquemment les mains. Donc, j'ai collecté un certain nombre d'autres sources fiables qui vous seront transmises dans la note que Didier vous enverra. Et il apparaît que ce n'est pas aussi tranché, enfin, ce n'est pas différent des autres surfaces que l'on est amené à toucher ces temps-ci. Alors, ça soulève quand même quelques questions, c'est-à-dire pourquoi se focaliser sur les billets de banque et les pièces quand on n'a aucune certitude que le clavier du terminal de paiement sur lequel on tape notre code PIN, lui, n'est pas nettoyé après chaque passage. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Idem pour, je sais pas, les poignées de porte de magasin, voire en grande surface. On ne sait pas combien de fois un produit qu'on saisit en rayon a été touché par d'autres clients avant nous et bien sûr les employés du magasin. Problème aussi, c'est que le cash, normalement, est un moyen de paiement libératoire, c'est-à-dire qu'en Belgique, personne n'a le droit de refuser un paiement par cash, c'est dans la loi. Donc, comment font ceux qui n'ont que ce moyen de paiement pour payer, notamment, je pense, aux sans-abri, aux réfugiés? Par ailleurs, il y a aussi des commerçants qui ne sont pas équipés, notamment les toutes petites surfaces, parce que le terminal de paiement, ça leur coûte cher en location. Donc, c'est le cas des petites boulangeries, des petites épiceries, de certains commerces de nuit.
éventuellement aussi de certaines petites brocantes occasionnelles, etc., qui ne sont pas équipées de terminaux de paiement. Donc, comment font-ils? Par ailleurs, est-ce qu'on a réellement évalué les risques liés à l'augmentation des seuils de paiement par carte sans contact? Parce qu'on considère que ce type de paiement doit être limité dans les montants et l'augmentation doit être limitée dans le temps, parce que porter une carte avec une puce, enfin sans puce justement, mais avec une possibilité de faire du sans contact, c'est comme avoir de l'argent liquide dans son portefeuille, ce qui va évidemment pas manquer d'attirer des escrocs et des fraudeurs. Et puis, dernier point, à partir du moment où cette crise sera terminée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va revenir à ces montants initiaux de 25 € maximum et 50 € cumulés dans une autre journée, dans la même journée? Est-ce qu'il n'y a pas un risque au final encore de contribuer à la disparition du cash en profitant de cette période un peu difficile pour promouvoir les paiements sans cash? Le deuxième argument utilisé par le secteur financier, c'est que le cash favorise l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement d'activités illicites. Bon, cet argument n'est évidemment pas totalement faux, mais il mérite d'être remis en perspective. Comme démontré par des enquêtes récentes telles que les Panama Papers ou bien la très grosse affaire de blanchiment d'argent qui a impliqué la banque danoise Danske Bank, c'est souvent la complexité des circuits financiers qui permet le financement d'activités criminelles ou l'évasion fiscale. Juste pour mémoire, quand même, l'affaire de blanchiment d'argent qui a touché la Danske Bank, c'est quand même 200 milliards d'euros qui ont été transités par la filiale estonienne de Danske Bank, notamment des flux de clients d'ex du RSS qui étaient extrêmement suspects, mais la banque n'a rien fait pour effectivement empêcher ces flux d'argent. Donc, c'est des milliers de comptes qui ont été ouverts dans la filiale estonienne de cette banque et qui ont permis effectivement de faire transiter un paquet d'argent plus que suspect. Dans le cadre des Panama Papers, je suis retournée voir, en fait, on a identifié 511 banques, dont les branches et les filiales, qui ont été en rapport direct avec Mossack Fonseca, donc cette entité qui, au Panama, a permis d'ouvrir un nombre incroyable de sociétés écrans qui ont permis à des gens très célèbres, des politiciens, etc., d'échapper à l'impôt. Donc, effectivement, l'argent liquide, l'usage de l'argent liquide peut aider à blanchir ou l'argent ou bien à financer des activités illégales ou illicites, mais c'est là aussi qu'on peut voir que toutes ces activités ne sont pas nécessairement basées sur de l'argent liquide. Même la Banque centrale européenne n'accepte pas cet argument. Par exemple, l'an dernier, un membre du directoire de la BCE a dit « Aucun lien particulier ne peut être établi de manière statistique entre les espèces et les activités criminelles. » L'important, c'est effectivement la lutte contre la criminalité. Ce sont les contrôles, mais en aucun cas, l'argent liquide ne doit devenir le bouc émissaire de cette lutte, en tout cas de cette bataille. Par ailleurs, ce n'est pas parce que quelques-uns utilisent de l'argent liquide à mauvais escient qu'il faut en priver l'ensemble de la population. Troisième argument, c'est le cash génère de l'insécurité. Alors, je suis allée voir le site aussi de FEBEFIN, donc la Fédération du secteur financier, qui elle-même dit qu'en 2018, le nombre de hold-up, de cambriolages des agences ont bien baissé comparativement aux années précédentes. Par exemple, il n'y avait que 2 hold-up en 2018 quand il y en avait plus d'une centaine 10 ans auparavant. En termes de cambriolage, y compris les tentatives, il y a eu 12 cambriolages en 2018, il y en avait 195 en 2009. Et en 2018, il y a eu 18 attaques à l'explosif, réussies ou non, contre des distributeurs de billets. Donc, FEBEFIN essaie de nous expliquer, c'est que parce que les agences aujourd'hui manipulent moins d'espèces, qu'elles sont devenues moins attractives, bon, sans oublier bien sûr toutes les mesures de sécurité qui ont été prises pour rendre l'accès au guichet des agences beaucoup plus compliqué. Mais si on regarde aussi les statistiques publiées par FEBEFIN, il faut quand même regarder ce que sont aussi les autres fraudes et les nouvelles formes de fraude, qui aujourd'hui ne sont plus tellement finalement sur le cash, mais aussi sur la banque en ligne, c'est-à-dire aujourd'hui par différents mécanismes comme le phishing, etc. On envoie des pièges aux particuliers et on accède comme ça à leur compte bancaire. Par exemple, rien qu'en 2019,
Les 3 premiers mois de 2019, on a recensé 1189 cas de fraude à la banque en ligne, donc d'accès aux comptes bancaires de particuliers, pour des montants quand même qui, au total, en 3 mois, ont atteint quand même 734 000 euros. Par ailleurs aussi, la police a enregistré un certain nombre de fraudes à la carte de paiement en 2019. Donc, pour une année, on a quand même enregistré près de 19 000 fraudes à la carte de paiement. Donc, la moitié pour des fraudes en ligne, donc l'utilisation détournée de cartes en ligne, ou bien à l'occasion d'un vol ou d'une copie de carte. Donc, ce qu'il faut en matière de sécurité des paiements, il faut avoir à l'esprit que l'argent attirera toujours les fraudeurs et les escrocs, et peu importe que cet argent ait une forme physique ou une forme digitale. Autre argument utilisé par le secteur financier contre le cash, c'est que le cash coûte cher. Là, on est face à une vraie difficulté parce que l'étude du coût des moyens de paiement est un sujet complexe, car il faut non seulement prendre en compte les coûts pour chaque maillon de la chaîne de paiement, donc qui sont ces acteurs dans la chaîne de paiement, mais bien sûr il y a les banques, les infrastructures de paiement, les commerçants, les consommateurs, mais aussi pour l'ensemble de la société, ce que sont les coûts, par exemple en matière de sécurité publique, ça a aussi un coût, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus ignorer. Mais quand les banques disent que le cash coûte cher, en fait elles parlent juste pour elles-mêmes, elles n'intègrent pas les coûts des autres maillons de la chaîne. Alors, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'études, parce que ce ne sont pas des études sur la question, ce ne sont pas des études faciles à réaliser. Mais la Banque centrale européenne en a quand même réalisé une en 2017. Elle a comparé le coût de différents moyens de paiement pour les banques, les infrastructures de paiement et les commerçants, de différents instruments de paiement. Donc, l'étude comprenait les paiements en espèces, les paiements par chèque, par carte de débit et de crédit, par prélèvement automatique et par virement bancaire jusqu'à 50 000 euros. Mais les coûts pour les consommateurs n'étaient pas intégrés dans cette étude. Par ailleurs, cette étude a porté sur 13 pays, donc 13 banques centrales de 13 pays différents ont contribué à l'étude. Alors, que dit cette étude? En résumé, quels sont les principaux résultats? Alors, point important, c'est que fournir des moyens de paiement qui nous permettent à tous d'effectuer des achats, des transactions, mais aussi des paiements entre nous, c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Hein. C'est 1% du PIB pour les 13 pays qui ont été étudiés. Donc, c'est globalement quelque chose d'assez important dans l'économie. La moitié des coûts sont supportés en fait par les banques, les infrastructures de paiement, et l'autre moitié par les commerçants. Je rappelle que les coûts pour les ménages n'étaient pas intégrés dans l'étude. Les coûts des paiements en espèces représentent près de la moitié des coûts totaux des paiements dans ces 13 pays étudiés en raison de l'usage élevé des paiements en espèces. Même si les paiements en espèces en volume d'euros traités ne sont pas les plus importants, mais en nombre de transactions, c'est toujours en espèces que l'on paye le plus souvent. Mais aussi, ce sont les paiements en espèces qui, en moyenne, coûtent le moins cher par unité de transaction, c'est-à-dire par paiement, suivi de près par les paiements par carte de débit, avec quelques différences par pays selon les montants. Alors, selon Febelfin, le coût du cash serait de 129 euros par an et par habitant, mais je ne sais pas quelle est la source de Febelfin quand elle le dit, on n'a pas les détails. Donc, si on dit bien coût global du cash, on doit donc comprendre la production des pièces et des billets qui est faite par les banques centrales, leur transport, leur stockage, les mesures de sécurité, leur traitement, puisque les billets repartent en banque centrale pour être retraités, pour vérifier qu'il n'y a pas des faux billets qui se sont glissés entre les bons billets, et bien sûr les taxes sur les distributeurs de billets, taxes qui sont prélevées par les communes et par les régions. Il faut savoir que le coût du cash, il varie aussi d'un pays à l'autre, notamment sur la question du traitement. En Belgique, par exemple, il n'est pas possible pour un supermarché d'avoir un distributeur de billets qui lui permettrait de prendre de l'argent qu'elle a dans sa caisse et le mettre directement dans un distributeur. C'est quelque chose qui existe dans d'autres pays, mais qui n'existe pas en Belgique. Donc, en Belgique, l'argent doit systématiquement retourner à la Banque centrale, ce qui évidemment a un coût. Mais par contre, Febelfin met en avant le coût du cash, mais ne parle jamais du coût des cartes. Alors, si on veut bien regarder dans ce qu'est le coût de carte, on peut retenir 3 composants. On peut retenir notamment ce que paye le consommateur. Autant pour obtenir le cash, on ne paye pas.
sauf maintenant certains distributeurs font payer, mais globalement l'accès au cash reste gratuit pour les consommateurs. Pour utiliser une carte, on paye une cotisation annuelle à son banquier, qui varie d'une banque à l'autre, mais en moyenne, c'est à peu près 25 € par an. Lorsqu'on paye avec sa carte dans un commerce, la banque du commerçant paye des frais à la banque du consommateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on paye quelque chose à un commerçant, celui-ci ne reçoit jamais l'intégralité de ce qu'on lui a donné. Donc, par exemple, si je paye 50 € à un commerçant, par cash, il va recevoir 50 € complètement. Mais si je paye avec Bancontact, le commerçant versera à la banque du consommateur, par sa banque, une commission de 0,20% avec un maximum de 5 cents par transaction. Si je paye avec une Visa, le commerçant versera à la banque du consommateur une commission de 0,2% et si c'est avec une Mastercard, ce sera une commission de 0,3% de la transaction. C'est encore plus cher si on paye avec, par exemple, une American Express. C'est pour ça que beaucoup de commerçants la refusent. Troisième élément, le consommateur paye quand il utilise sa carte, c'est pour retirer de l'argent au distributeur de billets, dont la banque qui est propriétaire du distributeur de billets reçoit une commission d'interchange aussi de la banque du consommateur. Par exemple, pour un retrait avec Bancontact, la commission est de 0,50 cents plus 0,12% de la somme retirée. Et c'est là qu'on peut avoir une explication sur ce qui se passe actuellement en matière de distributeurs de billets. Ces montants peuvent sembler élevés, ces commissions peuvent sembler élevées, mais ils ont diminué. Et notamment, on a vu diminuer les frais d'interchange pour les distributeurs automatiques de billets. La conséquence est donc qu'il est de moins en moins rentable pour les banques de gérer des distributeurs automatiques de billets. Par exemple, la Suède, qui a les frais d'interchange les plus bas pour les distributeurs automatiques de billets, est aussi le pays qui a le plus petit nombre de distributeurs automatiques de billets par habitant. Ces frais d'interchange, ils ne sont pas réglementés, mais ils sont discutés entre les banques et les systèmes de cartes. Donc, la diminution des frais d'interchange ressemble en fait fort à une stratégie pour éliminer les distributeurs automatiques de billets. Et puis, dernier argument utilisé par les banques, c'est que l'usage du cash serait finalement en nette diminution. En fait, c'est pas vrai. Malgré la diminution du nombre de distributeurs de billets en Belgique, moins 8,6% entre 2016 et 2018, les montants totaux retirés chaque année fluctuent très peu. 35 milliards en 2010, 41 en 2015, 39 en 2007, 38 en 2018. Et selon une étude sur le cash faite par la Libre fin 2018, en fait, ce qui a changé, c'est qu'on retire moins souvent, mais on retire un peu plus à chaque fois. Et en moyenne, on retirait l'équivalent de 140 € par retrait. Par ailleurs, en ce qui concerne les paiements par cash, ils n'ont pas vraiment diminué non plus. Entre 63 et 68% des transactions faites en Belgique sur des petits montants sont effectuées en espèces selon une étude de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, une étude très intéressante qui a été récemment publiée par la Banque centrale de Suède montre que dans de nombreux pays de la zone euro, les volumes de cash rapportés au PIB ont augmenté depuis la crise financière de 2008-2009. Donc, la demande de liquidité est en fait plus forte que l'évolution du taux de croissance. Alors, une partie de l'explication de cette demande pour le cash pourrait être que certaines personnes en fait souhaitent retirer une partie de leur épargne du système bancaire, l'euro comme le dollar étant souvent considérés comme des placements sûrs dans le monde entier. Donc, il y a une forme de thésaurisation et de méfiance vis-à-vis du système bancaire. En conclusion, avant qu'on discute tous ensemble et que vous ayez la parole, il faut avoir à l'esprit que ce sont les systèmes de cartes dominants comme Visa et Mastercard et les banques qui sont à l'origine de l'offensive contre une société, en faveur de l'offensive pour une société sans cash. Certains de leurs arguments ne sont pas totalement faux, mais ils sont très souvent biaisés et certains sont complètement mensongers. Il nous semble qu'en fait que les citoyens devraient s'emparer de ce débat pour remettre les choses à leur juste place.